Madame la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis très honorée de vous accueillir dans cet amphithéâtre Condorcet. Plus largement, je vous souhaite la bienvenue à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, votre école. C'est un réel plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui réunis, professionnels de la PJJ, du secteur associatif habilité et partenaires. L'évolution constante des nouvelles technologies nous permet une diffusion en direct, en live, pour les collègues notamment de l'Outre-mer qui n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Roubaix. Je leur souhaite également la bienvenue. Par ces mots d'accueil, je souhaite retracer brièvement la genèse de ces journées, la place primordiale de la formation dans l'appropriation par chacun d'entre nous de la promotion de la santé dans les pratiques professionnelles. En 2013, sous l'impulsion, et je le dis avec beaucoup d'émotion, vous comprendrez pourquoi, sous l'impulsion du docteur Françoise Marchand-Butin, la santé fait l'objet du lancement de la démarche PJJ promotrice de santé avec un enjeu central, faire de la santé l'affaire de tous les professionnels en sortant du champ strictement sanitaire. La promotion de la santé dans une vision strictement dans une vision systémique, a pour finalité l'amélioration de la santé et du bien-être pour chacun. Ainsi, pour accompagner le déploiement de cette démarche, un événement dédié est né. Il s'agit de ces fameuses journées promotrices de santé. Ces journées ambitionnent de partager des expériences, des pratiques, de valoriser les actions qui sont menées pour les professionnels, d'incarner la démarche promotrice de santé au travers de projets inspirants. Annuelle de 2013 à 2019, la crise sanitaire a impacté sa régularité. Reprises en 2023, elles sont désormais biennales. Dès la deuxième édition, les promotions de stagiaires, de la formation statutaire, d'éducateurs et des directeurs participaient à ces journées. Cette année, nous avons fait un choix différent en incluant les stagiaires à ces journées, non plus en formation initiale, mais durant leur formation d'accompagnement à la prise de fonction. Nous en évaluerons la pertinence l'année prochaine. Vous le savez, depuis des années, l'école s'est mise en marche pour développer ses actions de formation au bénéfice de la santé des jeunes. Les professionnels doivent être outillés, accompagnés pour mieux appréhender les enjeux, les articulations avec les partenaires, la santé étant un préalable essentiel à l'accompagnement éducatif. À titre d'exemple, en 2024, en cohérence avec les orientations promotrices de santé 2023-2027, se sont tenues les premières rencontres professionnelles de promotion de la santé à destination des conseillers techniques santé en interrégion et des conseillers techniques en promotion de la santé en direction territoriale. Ces rencontres sont une pierre angulaire dans la vie du réseau. Elles seront renouvelées cette année. Tout récemment, la formation d'accompagnement à la prise de fonction des éducateurs s'est clôturée par une semaine promotion de la santé, au cours de laquelle les néo-titulaires ont pu bénéficier de contenus sur les situations complexes, la prévention des addictions, les risques psychosociaux, la santé-sécurité au travail et un module au choix, comme celui par exemple des premiers secours en santé mentale. De surcroît, l'école s'investit pleinement. Elle investit pleinement le déploiement national de la formation premiers secours en santé mentale des jeunes, venant ainsi marquer l'importance de la thématique et l'intérêt porté aux besoins de santé psychique des mineurs pris en charge. En 2024, ce sont 18 modules qui ont quand même été organisés. Quant au développement des compétences psychosociales, le sujet est porté conjointement par les groupes techniques thématiques de l'école santé et promotion santé et insertion, ce qui permet de faciliter ainsi l'intégration de cette approche centrée sur la participation et le pouvoir d'agir des usagers dans des modules déployés tant en formation statutaire qu'en formation continue. Je vous invite d'ailleurs à consulter le catalogue des formations 2025. Vous y découvrirez de nombreuses formations organisées ici sur le site central, mais également dans l'ensemble de nos PTF. Comme vous le voyez, le chemin parcouru est important, mais il se poursuit. Ces journées en sont un temps fort. La thématique retenue cette année, qui sera présentée par notre directrice, s'inscrit pleinement dans les priorités fixées par l'école pour les prochaines années. Avant de conclure,
Je souhaite remercier tout particulièrement les équipes pédagogiques et techniques de l'école pour leur engagement dans la construction et l'organisation de ces journées. En particulier, Laurence Cugnier, elle n'est pas là, elle est prise sur 2-3 urgences, mais elle devrait pas tarder à nous rejoindre. Et Yannick Lepage, je ne vois pas où est Yannick, je l'ai aperçu tout à l'heure, pardon, et Yannick aussi, qui ont travaillé en lien très étroit avec le pôle santé de la sous-direction mission, piloté par Isabelle Touzani. Je salue enfin tous les professionnels de l'école, de l'administration centrale, les intervenants et les participants, car la congruence de vos engagements respectifs fait qu'un tel moment puisse se tenir aujourd'hui. Madame la directrice, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous voir aussi nombreux dans ce magnifique amphithéâtre Nicolas de Condorcet. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens à l'école, mais c'est un grand plaisir de voir que vous puissiez être aussi nombreux pour bénéficier de cette séjournée si importante. Merci, cher Frédéric, pour vos mots d'accueil. Je sais tout votre engagement en faveur de la santé pour tous. Et donc, comme je le disais, c'est un grand plaisir d'ouvrir aujourd'hui ces 9e journées de la protection judiciaire de la jeunesse, promotrices de santé, qui sont consacrées à la santé mentale et au lien social. Comme vous le savez, ces journées constituent un outil essentiel de la démarche PJJ, promotrice de santé et de ses actions. L'Organisation mondiale de la santé le rappelle, il n'y a pas de santé sans santé mentale, et j'ajouterais que la santé mentale doit être considérée comme une ressource qui peut être améliorée par des actions ciblant les jeunes, mais également en ciblant leurs proches. Promouvoir des habitudes de vie saines comme l'activité physique, le sommeil, une alimentation équilibrée, la prévention des conduites addictives ou encore l'éducation à la sexualité, c'est essentiel, et vous le savez, pour la santé mentale. Et tout comme créer un environnement de vie favorable, qui est un axe fort de l'action que nous menons à travers le soutien des familles, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des professionnels. C'est pourquoi la santé mentale des jeunes s'est imposée comme un thème central de ces journées. Plusieurs études le montrent. On observe une dégradation continue des indicateurs de la santé mentale des jeunes depuis la crise sanitaire du Covid-19. Et cette tendance s'observe également chez les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, dont bien évidemment la santé mentale est souvent fragilisée par un parcours de vie chaotique. Particulièrement à risque, ces jeunes subissent fréquemment des négligences, des maltraitances durant leur enfance, ce qui peut évidemment, logiquement, avoir des conséquences durables sur leur santé mentale. Ces conséquences peuvent être aggravées par des facteurs environnementaux, comme la précarité économique, le manque de soutien familial, la déscolarisation, le harcèlement et le défaut d'accès aux soins. Face à la complexité de ces situations, les professionnels de la PJJ peuvent se sentir démunis dans l'accompagnement des jeunes. Parfois, c'est par manque de moyens ou de coordination, notamment pour une prise en charge psychiatrique, et manque d'avis spécialisés réguliers adaptés, mais parfois aussi, c'est par manque d'adhésion des jeunes à leurs projets de soins. Mais les professionnels que vous êtes sont aussi une force de proposition pour mettre en place des actions dynamiques et innovantes en lien avec les partenaires locaux. Comme vous le savez, une étude a été conduite auprès de 621 jeunes suivis par la PJJ pour en apprendre plus sur leurs habitudes en matière de santé, les problématiques rencontrées et les ressources individuelles pour y faire face, pour aussi ainsi adapter nos pratiques et faire évoluer nos partenariats. Et donc je remercie chaleureusement l'engagement des professionnels
qui ont permis la réalisation de cette étude. L'analyse des résultats est en cours par l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France et le rapport est attendu avant l'été. En novembre 2024, le Premier ministre Michel Barnier a déclaré la santé mentale grande cause nationale 2025, confirmée par François Bayrou en janvier dernier. Le choix de la thématique de nos journées rejoint donc bien les préoccupations nationales relatives à la santé mentale. Priorité définie à la PJJ. La promotion de la santé mentale s'inscrit ainsi dans un paysage politique et institutionnel bien structuré, notamment avec le ministère de la Santé et plus particulièrement avec la Direction générale de la santé. Les orientations nationales PJJ promotrices de santé 2023-2027 sur l'axe de la santé mentale sont en lien direct avec la feuille de route psychiatrie et santé mentale qui est pilotée par le ministère de la Santé, en lien direct avec le plan national prévention du suicide du ministère de la Santé, ainsi que les axes que j'ai définis dans le plan spécifique pour la PJJ, en lien également avec la stratégie nationale multisectorielle de développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes, et sa déclinaison dans la feuille de route intersectionnelle aide sociale à l'enfance PJJ 2023-2027. Voici quelques-unes de nos priorités. L'amélioration de la connaissance des troubles psychiques, la lutte contre la stigmatisation, le repérage précoce des troubles, avec notamment des formations de secourisme en santé mentale, l'accès aux soins précoces et la continuité des parcours en santé mentale à travers des projets territoriaux. Nous avons bien sûr le partenariat avec les maisons des adolescents et la prise en compte des situations dites complexes. Je souhaite également m'arrêter brièvement sur la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice 2024-2028, qui est pilotée en interministériel par la santé et la justice. Son architecture comporte 34 mesures, 25 mesures pour les établissements pénitentiaires concernant le public majeur mineur et 9 pour les établissements et services de la PJJ. 3 mesures visent spécifiquement l'amélioration de la prévention et de la prise en charge en santé mentale, ainsi que la prévention du suicide, quelles que soient les modalités de prise en charge des jeunes, que ce soit en milieu ouvert, en insertion, en placement ou en détention. Cette feuille de route est destinée aux agences régionales de santé, aux directions interrégionales des services pénitentiaires et bien sûr de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle a pour objectif de piloter ensemble une politique régionale en faveur des personnes placées sous main de justice. Elle doit faciliter les échanges, les coordinations et le travail en réseau avec nos partenaires. Avant de clore mes propos, je souhaite vous remercier pour votre présence en nombre. Toutes les fonctions sont représentées pour la PJJ. Je souhaite remercier également les professionnels du service associatif habilité et nos partenaires. Et puis, je me réjouis également de la présence des représentants d'agences régionales de santé qui sont des partenaires tellement précieux pour nous. Cette mobilisation, votre mobilisation, témoigne de votre implication et de l'engagement de chacun pour favoriser le bien-être de tous, qu'il s'agisse des jeunes, de leurs familles ou des professionnels. Des renseignements aussi tout particulièrement, Madame la directrice générale de l'école, cher Frédéric, pour vous et vos collaborateurs, pour l'efficacité de l'organisation de cette journée. Ceci en lien étroit avec la sous-direction des missions de protection judiciaire et d'éducation, et plus particulièrement son pôle santé, et évidemment Isabelle Touzani est là, qui préside à tout, et qui il faut rendre hommage dans l'organisation de ces journées. Merci Isabelle. À mes côtés également, à nos côtés, le ministère de la Santé, la présence de Madame Barois, témoigne des liens qui unissent nos ministères afin d'agir en faveur de la santé mentale des jeunes que nous accompagnons
dans leur parcours judiciaire. Je salue aussi la présence de Madame Ferron, que je vois, de la Fédération Promotion Santé, fidèle partenaire depuis 2013, et dont je salue l'engagement sans faille pour nous apporter son expertise dans le champ de l'éducation et de la promotion de la santé. Alors évidemment, je ne peux citer l'ensemble des professionnels de la PJJ, partenaires, médecins, universitaires, qui ont accepté avec engagement et enthousiasme de venir partager avec vous leurs travaux et leur expertise. Certains ont accepté d'intervenir lors de tables rondes et de présenter plus finement nos actions en atelier, lieu essentiel d'échange. Mes remerciements très chaleureux vont à chacun des 47 intervenants qui participent à la richesse et à la réussite de ces journées. Et donc, ces journées, je le dis, je l'affirme, constituent une véritable mobilisation de l'institution et de ses professionnels. Donc, merci à tous. Merci. Je vous souhaite 2 très belles journées promotrices de santé. Bonjour, voilà, ça marche. Bonjour à tous, donc je suis Isabelle Touzani, responsable du pôle santé. Donc je vais être un petit peu le fil rouge sur ces 2 journées, effectivement sur les périodes, pour annoncer les tables rondes et pour vous transmettre aussi voilà, quelques informations pratiques pour les ateliers par la suite. Donc voilà, j'accueille déjà cette première table ronde qui est dédiée aux politiques publiques en santé mentale, qui est mise en œuvre donc pour les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc j'ai le plaisir voilà, d'accueillir les intervenants qui viennent de s'installer, donc, et tout particulièrement Christine Ferron, donc, déléguée générale de Fédération Promotion Santé, qui va en être la modératrice et qui va avoir la lourde tâche aussi d'être la garante, voilà, la gardienne du temps. Hein. Voilà, je vous souhaite voilà, une bonne table ronde. Il faut. Bonjour à toutes et tous. Merci. Un grand merci à mesdames les directrices pour leur ouverture. Merci Isabelle pour la présentation de cette table ronde. Et bien sûr, un grand merci à l'École nationale de la PJJ pour son accueil. Comme le disait Isabelle, je suis Christine Ferron, je suis déléguée générale de Fédération Promotion Santé. Et je vais avoir le plaisir de modérer la première table ronde de ces 2 journées. Nous aurons donc le plaisir d'entendre Madame Julie Barrois, qui est au bureau de santé mentale de la Direction générale de la santé. Madame Nolwenn Dussault, qui est pédopsychiatre et qui travaille au CHU de Brest. Et puis Philippe Leborgne, qui est au pôle santé de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors la thématique générale de cette table ronde, c'est, comme l'a dit Isabelle, hein, faire le tour du cadre institutionnel de la santé mentale telle qu'elle est abordée, approchée avec les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse. Et avant même de commencer à échanger, je vous propose de commencer par regarder une petite vidéo qui nous donnera une définition commune avec l'autorisation de Psycom, qui est l'organisme qui a réalisé cette vidéo. Il s'agit du Cosmos mental. Alors je crois que je dois faire avancer le... Non, ça va? Ok. Qu'est-ce que la santé mentale et surtout qu'est-ce qui l'influence? Pour l'expliquer, partons en voyage dans le cosmos mental. Pour débuter notre histoire, commençons par la petite fusée.
Cette petite fusée, c'est vous, c'est moi, et nous naviguons dans ce cosmos. L'objectif de la petite fusée, c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique, celui qui nous permet de nous sentir bien. Dans son voyage, elle sera toujours accompagnée de 2 systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent. Le système planétaire ressources et le système planétaire obstacles. Si l'on regarde la planète obstacle, c'est-à-dire tout ce qui aura une influence négative sur notre santé mentale, on remarque 2 satellites qui gravitent autour et qui la nourrissent. Le satellite obstacle individuel, qui représente tout ce qui peut agir négativement sur la fusée et qui est propre à l'individu. Et le satellite obstacle collectif, également négatif, mais qui concerne les influences extérieures à l'individu. En miroir, la planète ressource évolue elle aussi en permanence et se nourrit également de 2 éléments. Les facteurs externes favorisants, comme par exemple un environnement familial bienveillant, une société dans laquelle l'accès aux soins est facilité, la reconnaissance des autres, etc. Et les ressources individuelles de la personne, que sont par exemple la capacité à demander de l'aide, à reconnaître ses émotions, à gérer son stress, etc. Autant de compétences qu'il est possible de renforcer, de consolider ou d'enrichir tout au long de la vie. Mais le cosmos est grand, et d'autres éléments peuvent impacter la trajectoire de la petite fusée. Par exemple, les astéroïdes accidents de parcours qui gravitent tout autour de la fusée et qui peuvent venir la percuter à tout moment. Ces astéroïdes sont toujours négatifs et violents et vont dévier la fusée de la Voie lactée. Si au moment du choc, la planète obstacle est plus grosse que la planète ressource, la fusée aura plus de difficultés à revenir sur la Voie lactée. C'est ce qui explique que face à un même événement, 2 individus ne réagiront pas de la même façon. Autre élément du cosmos, les comètes fées. Comme les astéroïdes, elles sillonnent le cosmos et peuvent rentrer en collision avec la fusée. Mais à la différence des astéroïdes qui percutent et continuent leur route, les comètes vont s'accrocher à la fusée et devenir un poids à porter. Il va falloir poursuivre son voyage avec cette difficulté. Cependant, on peut observer une adaptation intéressante de la fusée. En effet, il peut arriver que cette comète transforme l'individu en lui permettant de développer de nouvelles compétences pour faire face à cette difficulté. Le fardeau de départ peut devenir une force, redonnant un sens nouveau à sa vie et donc renforcer la planète ressource. Enfin, le cosmos est habité par une multitude d'étoiles filantes de la vie qui traversent régulièrement la fusée et l'influencent. Il s'agit des événements de vie que nous rencontrons en cheminant, les relations amicales, professionnelles, la vie amoureuse, etc. Ces étoiles filantes peuvent avoir une influence positive ou négative, cela dépend du contexte, du moment, de ce qu'elles nous font, mais elles auront forcément un impact sur nos planètes. Tous ces facteurs influenceront donc notre trajectoire sur la Voie lactée et la taille de nos planètes. Cependant, il n'est pas toujours simple de savoir pour soi-même ou pour les autres où nous nous situons. C'est pourquoi les balises représentent les signaux qui nous aident à mesurer le thermostat de notre santé mentale. Plus ces balises durent dans le temps et perturbent notre vie quotidienne, plus elles méritent d'être écoutées. Si plusieurs balises sont dans le rouge, c'est sans doute le signe que notre santé mentale mérite une attention particulière. Nous pourrons alors puiser dans notre planète ressource afin de retrouver le chemin d'un équilibre psychique satisfaisant. Voilà. Alors, si j'en crois l'attention que vous avez accordée à cette vidéo, j'ai l'impression que vous avez apprécié ce petit voyage dans le cosmos mental, qui nous donne aussi une définition commune, finalement, de la dynamique autour de la santé mentale. Alors, nous allons commencer cette table ronde par donner la parole à Madame Julie Barrois. Pouvez-vous nous indiquer dans quel cadre général s'inscrit l'action de la Direction générale de la santé concernant la santé mentale des jeunes? Allô. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors,
tout d'abord, je voulais vous dire que donc cette vidéo du Cosmos mental, c'est une vidéo qu'on utilise beaucoup parce qu'elle elle synthétise la définition de la santé mentale. Le Psycom qui l'a réalisé est un partenaire de la Direction générale de la santé à laquelle j'appartiens, et elle met en évidence donc cette vidéo le fait qu'on a toutes et tous une santé mentale comme on a une santé physique selon la définition de l'OMS, comme l'a rappelé Madame Nizan. Et donc, je voulais aussi vous rappeler certaines grandes généralités sur la santé mentale. D'abord, le coût de la santé mentale, donc 26,2 milliards d'euros en 2022. Ça comprend les soins et ça comprend les dépenses en médicaments. C'est le premier poste de dépenses de l'assurance maladie, avec 8,5 millions d'assurés qui sont concernés. C'est une partie en fait du besoin qui est exprimé là, puisque en fait tout le monde ne va pas accéder aux soins. On sait qu'il y a un grand tabou sur la santé mentale, et donc c'est d'une certaine façon la partie émergée de l'iceberg. Aussi, pour rappel, les troubles psychiques sont la première cause des arrêts maladie longs, pour longues maladies. Donc c'est un poids social qui est conséquent, et en regard, c'est vrai que pendant longtemps, la santé mentale n'a pas été forcément un sujet très abordé, et c'est depuis la période Covid qu'on en parle davantage, et c'est une grande chance, en fait, c'est une opportunité pour que les personnes qui sont en souffrance puissent l'exprimer et trouver de l'aide. Donc c'est une personne sur 5 chaque année qui va être concernée par un trouble psychique. Les grands troubles qui font peur, c'est 3% de la population qui pourrait être touchée par des troubles bipolaires. Ce sont des estimations, hein, c'est quand même assez difficile à établir. Et 1% de la population par des troubles schizophréniques. Et comme je le disais, la crise sanitaire et les crises de façon générale, en fait, vont engendrer des stress particuliers, et donc on constate une dégradation de l'état de santé mentale de la population, et notamment chez les plus vulnérables et les jeunes. Donc si on fait un petit focus sur les jeunes très rapidement, pour vous dire qu'en fait on a aussi renforcé notre arsenal pour mieux suivre les choses, pour voir ce qui se passe. Donc, alors, c'est juste la... Oui, si, c'est la bonne, pardon. Donc, on a d'une part la surveillance qui est permise par le réseau Au Secours, auquel participent beaucoup de services d'urgence, et qui montre donc un plus grand nombre de passages aux urgences pour des troubles de l'humeur, des idées suicidaires et des gestes suicidaires. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, il y a des chiffres du baromètre santé de Santé publique France aussi, qui montre que la prévalence de la dépression a augmenté entre les deux éditions du baromètre entre 2017 et 2021. C'est concordant aussi avec l'enquête Escapade qui concerne les jeunes de 17 ans, comme vous le voyez, et puis donc l'enquête En Classe qui concerne les collégiens et les lycéens montre aussi la progression des pensées suicidaires. Avec une différence filles-garçons qui est assez marquée et qui va se retrouver aussi aux autres âges de la vie. On a une augmentation de la consommation des psychotropes chez les 12-25 ans qui a été quand même bien mise en évidence aussi, avec 60% d'augmentation entre 2019 et 2023. Et puis, pour rappel, le suicide, ça reste la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, après les accidents de la route. Donc c'est quelques chiffres en fait pour objectiver le fait que oui, on dit que la situation se dégrade, et il est important de pouvoir le mesurer et essayer de trouver des explications. Alors, pour répondre à la question quand même, le cadre général de notre action, c'est la feuille de route santé mentale et psychiatrie qui a été lancée en 2018 et qui a été enrichi de mesures, notamment qui concernent les jeunes, lors des assises de la santé mentale et de la psychiatrie en 2021.
Donc c'est un cadre politique qui évolue, qui s'enrichit, qui est évalué aussi chaque année. Et donc nous, Direction Générale de la Santé, on pilote l'axe 1 de cette feuille de route qui concerne la prévention et la promotion de la santé mentale, sachant que donc la Direction Générale de l'offre de soins va s'occuper de l'axe 2 qui concerne donc l'offre de soins, et la Direction Générale de la cohésion sociale va piloter l'axe 3 qui est sur la compensation du handicap. Voilà un petit peu pour le cadre général. Merci beaucoup. Alors, je crois que parmi les chiffres qui sont effectivement préoccupants, la question des inégalités sociales de santé est aussi très importante. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Madame Dissot, je me tourne vers vous à présent. J'aimerais savoir comment vous pourriez, de votre place finalement, du terrain, comment vous décririez en fait le profil des jeunes que vous rencontrez et qui sont concernés par des problématiques de santé mentale. Oui, bonjour, merci pour la... C'est bon, oui. Alors, pour répondre à la question, je vais répondre peut-être même de façon un peu plus précise pour vous qui travaillez dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, puisque je m'appuie sur une étude de prévalence des troubles mentaux qui a été réalisée dans plusieurs centres éducatifs fermés. C'est une étude qui a été dirigée par professeur Bonsard, dont je travaille dans son service. Voilà, l'idée, c'était vraiment de faire un état des lieux, pas seulement de la santé mentale, mais de justement des troubles mentaux que pourraient présenter les jeunes accueillis dans les centres éducatifs fermés. Pour faire la distinction, vous l'avez vu avec la petite fusée, je trouve que c'était intéressant de rappeler que la santé mentale concerne tout le monde, même les symptômes psychiques, l'anxiété, la tristesse peut concerner tout le monde. Et pour faire simple, on va parler de troubles mentaux quand ces symptômes-là vont s'installer dans la durée, que les ressources du sujet vont être dépassées pour faire face à ces symptômes et que ça va engendrer une souffrance ou bien qu'il va y avoir des répercussions sur le fonctionnement, notamment le fonctionnement social de l'individu. Donc l'intérêt de cette étude, c'est justement de pouvoir regarder d'un peu plus près. Donc, je veux bien passer à la diapo suivante. Avec voilà, des chiffres qui peuvent impressionner dans un premier temps. Alors justement, avant qu'on vienne conclure que 80% des jeunes présentent qui présentent un trouble des conduites. Alors avant de vous dire que 80% des jeunes accueillis dans les centres éducatifs fermés ont besoin d'un pédopsychiatre, je vais rappeler que le trouble des conduites, sa principale caractéristique, c'est d'avoir des comportements qui vont porter atteinte aux droits d'autrui, ou aux normes sociales. Donc vous voyez qu'il y a un recouvrement important dans la définition même du diagnostic de troubles des conduites avec les comportements délinquants et qui donc concerne effectivement un grand nombre des jeunes que vous êtes amenés à accompagner. La part importante de cette étude, c'est justement de voir quelle est la place des autres troubles mentaux, notamment le fait que parmi les jeunes qui ont un trouble des conduites, la moitié d'entre eux va avoir un trouble des conduites qui va être isolé. Donc on pourrait dire qui ont des comportements délinquants sans troubles associés comme troubles de l'humeur, comme troubles anxieux ou comme troubles déficit de l'attention. Et l'autre moitié va émerger à au moins un autre diagnostic de trouble mental. Donc vous voyez, le TDAH, si vous ne savez pas, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc les troubles de l'humeur. Alors il est intéressant de remarquer que justement, si on s'appuie aussi sur les enquêtes assez récentes en population générale, on retrouve quand même une prévalence de troubles de l'humeur qui est assez similaire à celle de la population générale. En tout cas, des jeunes de 15 ans, on est sur les mêmes prévalences. Pour ce qui est des troubles anxieux aussi, avec les troubles psychotiques qui ont été évoqués juste avant, qui là, on a une prévalence un peu plus importante. Mais
l'important, je pense, à souligner, c'est justement que voilà, pouvoir cibler, et on en parlera peut-être un peu plus tard, pouvoir cibler les jeunes qui ont un trouble mental autre de celui des troubles des conduites, permet justement de proposer, d'essayer d'avoir des actions un peu plus spécifiques en santé mentale et voire même en psychiatrie si besoin pour ces jeunes, pour les accompagner au mieux et justement avoir accès à pouvoir mobiliser leurs ressources et favoriser le travail d'accompagnement qui est fait auprès d'eux. J'ai répondu à la question. Oui, parfaitement bien. Merci beaucoup, Madame Dissot. C'est vraiment très intéressant de commencer à pointer ce qui peut relever de caractéristiques, en fait, peut-être propres aux jeunes de la PJJ, et puis finalement ce qui les resitue dans le, dans le tout venant de la jeunesse de leur âge également. Philippe Le Borgne, pouvez-vous... Toujours le problème de micro, je crois qu'on les aura à chaque fois. Voilà, c'est bon. C'est bon. Pouvez-vous décrire la politique qui est mise en œuvre au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, en particulier de votre place du pôle santé en faveur de la santé mentale des jeunes? Merci Christine. On s'articule étroitement évidemment avec l'ensemble des politiques publiques vis-à-vis de ces mineurs en situation de troubles psychiques. Et donc, premier point, la santé mentale à la PJJ s'articule étroitement avec ce qu'on développe au niveau de la promotion de la santé, qui vise à agir sur l'ensemble des déterminants de la santé accessibles durant la prise en charge. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attacher uniquement à l'accès aux soins, mais on va aussi travailler sur les conduites individuelles, les conduites à risque. On en a brièvement évoqué déjà certaines, que sont la prévention des addictions, les comportements sexuels à risque. Donc là, nous avons tout un inventaire d'activités, on y reviendra, notamment le travail sur les compétences psychosociales. Il y a aussi un travail sur l'environnement social et familial, puisqu'on a déjà évoqué le fait que ces jeunes ont souvent un environnement familial très perturbé, avec des antécédents de maltraitance et de négligence. Et donc là, c'est toute la place du soutien social et familial qui contribue aussi à la prévention des risques liés à la santé mentale. Donc c'était le premier point. Deuxième politique de santé sur laquelle on s'articule, évidemment, c'est la feuille de route santé des personnes sous injustice. Il faut savoir que c'est juste 1% des mineurs qui sont incarcérés parmi toute la population suivie par la PJJ. Donc on a souhaité que cette feuille de route des personnes sous injustice concernant leur santé implique à la fois non seulement la détention, mais le milieu ouvert, le placement et l'insertion dans une logique en fait de continuité, de suivi des parcours éducatifs. Troisième point, on s'articule avec la charte de santé publique avec la DGS. Donc évidemment, un des grands axes, c'est la santé mentale. Et dans ce cadre-là, cette charte incite les ARS à travailler en lien avec les directions interrégionales de la PJJ. Et donc la très grande majorité de nos directions interrégionales ont une convention signée avec les ARS, qui comporte évidemment un axe prévention du suicide et santé mentale. Et donc l'enjeu, c'est de travailler avec les ARS pour construire, dans le cas des projets territoriaux de santé mentale, des partenariats avec les secteurs de pédopsychiatrie, donc les CMP, les équipes mobiles, avec les maisons des adolescents, avec toutes les structures de prise en charge du handicap, dont les MDPH. Donc créer du réseau, créer des partenariats, et là ça se joue plutôt au niveau des directions territoriales. Enfin, la feuille de route, on va la détailler un peu plus tard, mais la feuille de route psychiatrie, santé mentale, on travaille étroitement avec la DGS sur les grands axes que Julie a déjà cités. Donc là, je vais juste donner les grands axes, et puis on déclinera par la suite. C'est l'amélioration de la connaissance des troubles psychiques, la lutte contre la stigmatisation, le renforcement des compétences psychosociales, le repérage et l'accès aux soins de façon précoce et la prise en compte des situations complexes et des situations de handicap. Bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Alors merci à tous les trois. Alors je vous propose effectivement que
nous allions vers une présentation un peu plus détaillée de cette feuille de route. Alors, je vais essayer de retrouver la diapo correspondante. En fait, la question que je vais vous poser concerne en fait les actions concernant les jeunes que mène la Direction générale de la santé dans le cadre de cette feuille de route santé mentale et psychiatrie. Alors, je précise qu'on n'abordera pas immédiatement la question de la prévention du suicide dont on a voulu faire une partie en elle-même. Donc, je vous laisse la parole pour cette feuille de route. Oui, il peut bien. Merci beaucoup, Christine. Alors, effectivement, on va revenir un petit peu sur le contenu de la feuille de route, sous l'angle aussi jeune, pour voir un petit peu plus en détail les actions qui sont menées. Alors, c'est la slide juste avant, du coup. Voilà. Donc, comme on le disait, donc il y a la stratégie de renforcement des compétences psychosociales, mais on va y revenir également plus en détail. On a quand même un grand enjeu, je le disais, sur la lutte contre la stigmatisation. Puisqu'effectivement ça freine l'expression de la souffrance et l'accès aux soins. C'est aussi un des axes de travail qui a été identifié dans le cadre de la grande cause nationale santé mentale pour 2025. Donc on va encore développer cet axe-là. Cela passe par l'information du public, par des actions de communication, des événements. Je voulais vous citer des actions qui concernent plus particulièrement les jeunes, donc des actions de communication qui ont été menées par Santé publique France. D'abord dans les suites de la crise sanitaire avec la campagne J'en parle A, menée notamment en collaboration avec l'Éducation nationale pour encourager la parole des jeunes et les orienter vers la ressource Fil Santé Jeunes. Donc ça, c'était en 2021, reconduit en 2022. En 2023-2024, il y a eu donc la diffusion sur les réseaux sociaux de spots du Feel Good, donc une nouvelle campagne avec donc la promotion de comportements favorables à une bonne santé mentale. Donc le sommeil, une meilleure régulation du temps d'écran, le lien social. Voilà. Donc il y avait 5 comportements favorables qui étaient détaillés dans ces vidéos. Et puis aussi, donc l'idée, c'est aussi d'avoir un repérage plus précoce des troubles. Et là, cette année, dans le cadre de la nouvelle édition, de la nouvelle version du carnet de santé de l'enfant, nous avons introduit de nouvelles questions sur la santé mentale pour encourager en fait le professionnel de santé qui fait les consultations obligatoires de l'enfant à poser des questions, à interroger cet aspect-là, puisque donc on sait que les personnes vont d'abord consulter leur médecin généraliste avant de consulter un spécialiste, et donc c'est important que les médecins généralistes puissent investiguer aussi cet aspect-là de la santé. Pour lutter contre la stigmatisation aussi, on a un outil qu'on trouve très intéressant qui est le secourisme en santé mentale. Donc c'est un programme qui vient d'Australie, qui a été adapté en France par une association qui s'appelle Premier Secours en santé mentale France, avec qui nous avons beaucoup de liens. Et donc, il a été décidé en 2022 la diffusion de ce programme dans les 3 fonctions publiques. Donc ça, c'est ce qui est marqué sur la diapo. Mais je voulais aussi vous signaler donc le déploiement, donc côté protection judiciaire de la jeunesse. Philippe pourra y revenir, mais aussi donc en fait l'origine du programme, de déploiement du programme, c'était dans les universités. L'ACNAM aussi développe ce programme en faveur des jeunes qui sont non étudiants, donc les jeunes dans des missions locales, des foyers de jeunes travailleurs, voilà. Et en fait, ce programme qui permet d'avoir des connaissances de base sur la santé mentale est un bon outil de communication et aussi pour un engagement citoyen à faire attention à l'autre.
Et donc, un module qui est adapté pour la population jeune est déjà disponible. C'est le module jeune qui est en cours de déploiement donc, dans les secteurs que j'ai cités. Et puis, donc, bientôt, un module ado sera disponible pour une aide par les pairs. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, on suivra avec attention cela. On avait une cible lors des assises de la santé mentale et de la psychiatrie en 2021 de 150 000 secouristes formés en 2025. On est début 2025 et on est déjà à 180 000 secouristes. Donc c'est un gros succès. Oui. Voilà. Avec 1800 formateurs agréés aussi à ces différents modules. Et donc voilà, on voit que ça prend et que du coup ça permet une meilleure information de la population et aussi une chance peut-être de rencontrer son secouriste quand on va mal. Merci beaucoup pour ces rappels précieux concernant la feuille de route. Je pense que ça pourrait susciter des demandes d'approfondissement de certains aspects probablement. Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette feuille de route précisément est déclinée, déployée au sein de la PJJ? Oui, je vais reprendre certains points qu'on a déjà évoqués. Le premier point, c'est améliorer la connaissance des troubles en santé mentale. Donc la dernière enquête qui concernait la PJJ au niveau national a eu lieu en 2004. Donc c'est pour cela que les résultats qu'on va avoir début 2025, courant 2025 disons, vont être très très importants parce qu'on pourra comparer les tendances et puis on va mesurer des indicateurs assez précis comme le bien-être, les pensées suicidaires, les tentatives de suicide, les consommations de psychotropes que Julie évoquait et puis aussi l'accès aux soins. Donc c'est vraiment important qu'on ait une visibilité sur ces troubles psychiques pour mieux, évidemment, aborder le sujet auprès des pouvoirs publics. On va aussi, à la suite de l'enquête Bronsart, on va développer 2 autres enquêtes dont on aura les résultats en 2025. Une sur la santé mentale dans les lieux de placement, qui s'est portée par l'Université de Tours, et une sur les accompagnements des jeunes suicidants et suicidaires au sein des unités d'hébergement qui est portée actuellement par l'Université de Normandie. Donc c'est vrai qu'on va avoir dans les 6 mois qui viennent une très très bonne vision de ces troubles psychiques et de la façon dont ils sont pris en compte. Deuxième axe, donc Julie l'a évoqué, la lutte contre la stigmatisation. On a une convention, nous aussi, avec le PSICOM, une convention nationale, qui est déclinée au niveau de la direction interrégionale du Sud-Ouest, qui vise à travailler sur la stigmatisation avec un groupe technique régional, pluriprofessionnel. Il y a des conseillers techniques santé, il y a des psychologues, il y a des éducateurs qui ont été formés aux outils de stigmatisation créés par le PSICOM, dont le Cosmos Mental là, que l'on vient de visionner. Et l'idée, c'est que ces personnes formées ensuite puissent aborder le sujet en étant armées pour traiter ce sujet, en particulier avec les jeunes et les familles. Les compétences psychosociales, je pense qu'on va avoir une slide spéciale, donc peut-être que je passe. Juste dire que notre objectif, c'est de les inscrire dans les pratiques éducatives. Que, évidemment, c'est un levier pour la stratégie promotion de santé, c'est un levier reconnu, et que donc on a pu élaborer une feuille de route intersectorielle en lien avec l'aide sociale à l'enfance, donc coécrite ASE et PJJ dans le cadre de la stratégie intersectorielle portée par le ministère de la Santé. Ensuite, on a un gros axe sur le repérage et l'accès aux soins précoces qui intéresse beaucoup les équipes. Alors, j'ai déjà évoqué les projets territoriaux de santé mentale en lien avec les ARS. L'enjeu, c'est de développer des partenariats concrets de terrain avec les maisons des adolescents, avec les équipes mobiles, de disposer dans ces contextes-là d'une évaluation pluridisciplinaire pour mieux orienter les jeunes dans leur parcours de soins. On met à disposition des éducateurs dans ces équipes mobiles et dans ces maisons des adolescents, et ça fait vraiment la preuve d'une amélioration de la fluidité de ces parcours. Le secourisme en santé mentale, donc pareil, Julie l'a évoqué, on a démarré ça, c'était fin 2021, dans la direction interrégionale du Grand Centre, où on avait testé le module jeune. À ce jour, on a plus de 2300 personnes qui ont été formées, personnel APJ qui ont été formés, avec environ 35 formateurs
Donc tout cela en lien avec le NPJJ et ses pôles territoriaux de formation. On a vraiment bien avancé sur ce sujet-là, nous aussi. Une grosse progression aussi, c'est la mise en place depuis 2023 dans la formation statutaire des éducateurs d'un module consacré à la santé mentale. On a déjà évoqué le point sur les pôles territoriaux de formation qui, dans le cadre de la formation continue, dispensent des formations sur les compétences psychosociales. Et enfin, sur le plan de la formation, le diplôme interuniversitaire ado difficile, pour lequel on travaille en collaboration avec les universités depuis 2002. Et donc le gros avantage de ce module, c'est de croiser différentes compétences, pas seulement de la justice, mais aussi de l'éducation nationale, de l'aide sociale à l'enfance, de la police, pour travailler autour de ces formations croisées, en fait. Voilà. Donc là, c'est quand même assez important aussi. Depuis 2002, il y a 5000 professionnels qui ont été formés, dont environ 1000 de la PJJ. Dernier point, les situations complexes. Alors, situations complexes, c'est ce qu'on rencontre assez souvent sur le terrain. Il faut savoir que les jeunes de la PJJ, suivis par la PJJ, relèvent d'une prise en charge coordonnée, qui relève de différents secteurs, qui sont évidemment le secteur judiciaire, mais le secteur psychiatrique, une prise en charge souvent médico-sociale du handicap, une prise en charge pédagogique avec l'éducation nationale. Donc, c'est des prises en charge simultanées. Et dès lors qu'elles sont peu ou mal coordonnées, qu'elles ne fonctionnent pas, ces prises en charge coordonnées en réseau, on se retrouve avec des situations où les jeunes sont en rupture de parcours. Chaque institution va estimer que le comportement de ces jeunes n'est pas compatible avec l'institution. Donc pour cela, on a mis en place plusieurs choses. Les commissions cas complexes qui associent le conseil départemental, PJJ, la psychiatrie, médico-sociale, pour croiser les avis, être en capacité de donner un avis sur un parcours d'un jeune et le rôle de chaque partenaire. On dispose dans certaines directions territoriales de psychiatres qui peuvent aussi, qui sont détachés auprès de la PJJ et qui peuvent donner en temps réel un avis sur les situations difficiles. On en parlera demain, il y a une table ronde où les psychiatres interviendront là-dessus. Et puis enfin, les dispositifs tripartites pour les situations les plus complexes, donc avec la création d'internats socio-éducatifs médicalisés pour les adolescents, donc ce qu'on appelle les ISEMA, qui sont un travail de collaboration entre PJJ, conseil départemental et ARS, pour donner une prise en charge intensive et dans la durée, à la fois éducative, psychiatrique et pédagogique et judiciaire. Voilà, donc on a 2 appels à projets qui sont en cours dans les directions interrégionales, dont on attend les résultats pour créer ces établissements. Merci beaucoup Philippe. Alors on voit bien un effort très très important mené depuis plusieurs années pour une montée en compétences en fait des professionnels de la PJJ sur ces questions de santé mentale, et puis aussi un accent très important mis sur le travail en réseau autour de ces questions-là, et notamment en réseau institutionnel. Donc on aura l'occasion d'y revenir en effet. Madame Dissot, je reviens vers vous pour mieux connaître en fait les outils que vous mobilisez, que vous utilisez sur le terrain pour aborder les sujets relatifs à la santé mentale avec les jeunes. Alors dès que le micro sort... Non, il n'y a pas que vous, c'est général. Je ne maîtrise pas l'outil micro. Très bien. Oui. D'accord. Je veux bien qu'on revienne sur la diapo précédente du coup. Voilà, merci. Alors, je ne vais pas focaliser juste sur des outils très concrets, mais peut-être d'abord rappeler les axes importants pour la prise en charge des troubles mentaux chez les jeunes, et notamment les jeunes qui sont accompagnés par la PJJ. Alors, je ne vais peut-être pas m'étendre trop sur la formation, puisque cet axe-là vient d'être largement développé, en tout cas sur ce qui se fait. Et effectivement, c'est une dimension très importante, à la fois qu'en formation initiale et en formation continue, il puisse y avoir une connaissance de la psychopathologie des jeunes que vous pouvez rencontrer. Alors, non pas que l'éducateur devient psychiatre et réciproquement, on a tous nos corps de métier. C'est important
mais c'est important qu'on se connaisse, qu'on sache de quoi parle l'autre, qu'on ait une culture commune, un vocabulaire commun, pour pouvoir se comprendre quand on parle des jeunes qu'on accompagne, puisque ça l'a été rappelé déjà en introduction, il s'agit de jeunes qui, pour beaucoup, ont été exposés à des événements de vie adverses pendant la petite enfance, pendant l'enfance, et qui sont à la croisée de différents champs, à la fois le champ du social, malheureusement pour certains d'entre eux le champ du judiciaire, et parfois le champ de la psychiatrie aussi. Et donc on ne peut pas les découper, on a besoin de travailler ensemble puisqu'on travaille avec les mêmes jeunes. Donc c'est effectivement ce qui vient d'être rappelé, mais c'est vraiment très important pour la pratique au quotidien, quand on est amené à discuter, à échanger, faire des synthèses sur des situations complexes, que l'on puisse ne pas partir d'emblée sur on ne se comprend pas, on ne parle pas des mêmes référentiels, et puis finalement on a l'impression que le jeune il est pour l'autre, alors qu'en fait il est pour tout le monde et il a besoin qu'on travaille ensemble. Et donc voilà, je suis heureuse d'entendre tous les dispositifs de formation qui sont en train de se déployer, d'entendre aussi toutes les formations qui sont déjà dispensées au cours de la formation initiale. Je pense que de notre côté, du côté médical, on a besoin aussi de mieux comprendre le fonctionnement et les parcours judiciaires certains des jeunes qu'on accompagne. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à travailler au niveau de la formation ensemble pour justement cette interconnaissance. Je souligne moi aussi le DU ado difficile puisqu'on en a créé un à Brest, et justement dans cette dynamique-là de vraiment pouvoir se connaître et échanger, et vraiment en pratique ça change les choses sur le terrain quand on se rencontre par la suite, qu'on a participé aux mêmes sessions de formation et qu'après on arrive autour d'une table pour échanger sur la situation d'un jeune particulièrement compliqué. Et ben en fait, ça aide, ça fluidifie vraiment les échanges. Et cette formation nous permet aussi d'être plus à l'aise après si on doit, sur le terrain, être amené à évaluer, à dépister la présence de troubles mentaux chez certains jeunes. Alors, encore une fois, on ne va pas forcément demander à tout le monde de faire un examen psychiatrique, de poser un diagnostic et d'envisager une prise en charge. Mais déjà, pour ne pas se retrouver démunis, on sait aussi les difficultés d'accès aux soins. Enfin, c'est pas un scoop. Pour ne pas se retrouver démunis, avoir l'impression qu'on est laissé tout seul à l'abandon avec un jeune dont on n'arrive pas à comprendre la symptomatologie, on n'arrive pas voilà, ce comportement-là qui pose problème, qu'est-ce que j'en fais? Alors, pour les unités, les équipes qui disposent de services de santé où il y a des psychologues, déjà pouvoir permettre une évaluation, avoir un regard aussi du psychologue de ces services de santé. Parfois, il peut être utile d'utiliser certains questionnaires. Alors, non pas que je vais vous dire qu'on diagnostique tout avec des questionnaires, heureusement que notre métier est bien plus riche que ça, mais ça peut aider. Ça peut aider pour se retrouver, pour penser, et puis pour interpeller le bon interlocuteur aussi. Voilà, certains questionnaires sont faits pour être utilisables sans une grande formation voilà, qui serait très longue et qui nécessiterait des compétences très développées. Certains questionnaires permettent d'avoir une idée assez rapidement de la présence et l'intensité de certains symptômes. Donc là, j'ai mentionné un questionnaire qui a été utilisé dans l'étude que j'ai citée tout à l'heure. C'est un questionnaire qui permet d'évaluer la présence de symptômes dépressifs chez les adolescents, qui était, en tout cas, l'intérêt des études aussi, c'est de voir si ces questionnaires sont acceptables, si les jeunes y répondent facilement. Et en l'occurrence, c'était plutôt facile à utiliser. Et le taux de réponse était, en tout cas, les résultats de ce questionnaire concordaient avec ce qu'on avait avec d'autres moyens d'évaluation, notamment concernant la dépression. Donc voilà, pouvoir avoir accès à certains questionnaires, pouvoir avoir accès à des interlocuteurs pour mieux comprendre les troubles mentaux des jeunes, ça c'est aussi des choses qui peuvent être développées.
Et puis, comme voilà, tout ça, ça va ensemble, hein, l'importance de renforcer le réseau. Alors, oui, effectivement, les partenariats avec les maisons des adolescents, partenariats avec les CMP des secteurs dans lesquels vous travaillez. Alors, je dis ça, je n'ai pas dit que c'était facile. Mais voilà, il faut qu'on y travaille parce que, et on sait tous, je pense, pour tous ceux qui ont eu l'expérience de ce genre de situation, se retrouver le vendredi soir aux urgences avec un jeune qui ne va pas bien, c'est satisfaisant pour personne. C'est pas satisfaisant pour le jeune, c'est pas satisfaisant pour le professionnel qui l'accompagne, c'est pas satisfaisant pour le soignant qui, en général, le vendredi soir, n'a plus de place dans les services d'hospitalisation. Et peut-être que le jeune ne dépend pas d'un service d'hospitalisation, mais on n'a pas forcément accès à toutes les ressources dont on aurait besoin, qu'on aurait pu avoir à d'autres moments de la semaine, ou si on avait pu prendre le temps de se poser ensemble sur la situation. Donc voilà, c'est pouvoir aussi développer ces échanges, ces partenariats, ces liens privilégiés, alors embaucher aussi des psychiatres dans les services. Ben oui. Bon, moi, je ne cherche pas d'emploi, mais peut-être d'autres, oui. En tout cas, voilà, pour pouvoir justement permettre ces évaluations alors rapides et puis aussi continues. C'est-à-dire, il ne suffit pas en pédopsychiatrie de rencontrer un jeune une fois, de dire voilà, il ne va pas bien et puis il faudrait qu'il ait des soins, quoi. Il faut qu'on puisse aussi avoir une continuité dans la prise en charge, un réel accompagnement du jeune. Et je pense que même en tant que psychiatre, c'est beaucoup plus satisfaisant de travailler en équipe avec les partenaires, pouvoir suivre le jeune dans la durée, que de se retrouver avec des situations brûlantes et de voir tout le monde cherche un peu la solution sur le moment. Et évidemment, je suis désolée, personne n'a la solution sur le moment en général. Et vraiment, c'est des choses qui sont accessibles. En tout cas, tout ce que vous venez de dire sur les actions qui sont en cours montre que c'est réalisable. Il y a encore plein de choses à déployer. Mais la dynamique y est et je pense qu'il faut qu'on la valorise et qu'on continue à dynamiser tous ces efforts. Et voilà, quand même pour continuer et puis pour rebondir sur la recherche que je présentais tout à l'heure, dans les partenariats à continuer, effectivement, la dimension de la recherche ne doit pas être oubliée puisque voilà, on peut aussi, grâce aux études qu'on va faire, grâce aux enquêtes, aux meilleures connaissances à la fois des jeunes qui sont accueillis, de leur évolution, puisque on voit aussi qu'en fonction, avec le temps qui passe, en fonction des événements sociétaux, il peut y avoir aussi une évolution des profils des jeunes. Donc c'est important aussi de renouveler certaines des enquêtes pour avoir une idée précise au moment où on est des besoins des jeunes qu'on accueille. Et puis des évaluations aussi des stratégies qui sont mises en place pour être le plus efficient et répondre au mieux aux besoins des jeunes qui sont suivis et accompagnés. Merci beaucoup, Madame Dissot. Alors, parmi les situations brûlantes que vous évoquez, il est une préoccupation particulièrement importante, prégnante, chez les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est le risque suicidaire. Et pour cette raison, nous avons décidé d'y consacrer une partie spécifique de cette table ronde. Et pour introduire cette partie, je vous propose de regarder une courte vidéo qui présente un numéro d'urgence que certains d'entre vous connaissez peut-être. Le 3114. « 3114, bonjour. 3114, le numéro national de prévention du suicide. Les professionnels à votre écoute. » Alors, Madame Barrois, je me retourne à nouveau vers vous pour connaître plus précisément quelles sont les actions de prévention du suicide qui sont portées par la Direction générale de la santé.
Allô? Oui, ça y est. C'est bon. Alors, je ne dois pas bien appuyer. La stratégie nationale de prévention du suicide fait partie de la feuille de route santé mentale et psychiatrie que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est une politique qui est ancienne et qui est bien développée au vu des enjeux de santé publique qu'elle porte. Elle comporte 5 piliers, des actions qui sont intégrées et qui interagissent entre elles et qui sont déployées dans les territoires par les agences régionales de santé. L'idée, c'est que ces outils, en fait, soient au service de tous les secteurs, et notamment du public PJJ. Donc, si je vous liste donc, ces 5 piliers, ça commence par les formations. De façon classique, formation à la prévention du suicide, qui sont déployées sous forme de dispositifs sentinelles. L'idée, c'est de pouvoir repérer les personnes qui sont en souffrance psychique et qui peuvent avoir donc des idées suicidaires et un scénario suicidaire pour pouvoir évaluer le risque qu'elles encourent et agir. Donc, il y a 3 niveaux d'intervention dans le cadre de ces dispositifs sentinelles qui sont en cours de déploiement dans plusieurs secteurs. Voilà. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le dispositif de recontact des personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide, donc le dispositif Vigilance, qui est déployé depuis 2015 et qui en fait a fait l'objet d'une évaluation par Santé publique France qui montre son efficacité puisqu'on a 40% de réitération suicidaire en moins lorsque la personne a été suivie par ce dispositif. Donc on encourage très fortement les services des urgences et les services d'hospitalisation à faire les inclusions, à proposer cet accompagnement aux personnes qui ont fait une tentative de suicide. Et dans plusieurs régions, il y a des adaptations de ce protocole vigilance qui sont faites pour le public jeune, qui a ses spécificités aussi en termes de communication, puisque l'idée donc c'est de montrer que voilà, on s'intéresse à la personne, qu'on a cette clinique du souci en fait, et qui donc ça va être un soutien qui va être offert à la personne. On a vu la vidéo du 31-14 qui est aussi une des belles réalisations de la stratégie nationale de prévention du suicide. Il est mis en œuvre depuis octobre 2021, donc au moment des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. C'était l'une des réponses en fait à l'état de crise qu'on a connu suite à Covid-19. Et donc c'est un numéro d'appel qui est organisé par des services hospitaliers. Donc c'est une réponse professionnelle qui est offerte aux personnes qui ont des pensées suicidaires, qui sont en souffrance, mais aussi c'est une ressource pour les professionnels. Et c'est pour ça que je voulais vous la signaler aussi. Donc il est possible d'appeler le 31-14 parce que on a une situation avec un jeune qui est compliqué, on a du mal à savoir s'il y a un risque suicidaire qui est imminent, et donc on peut se faire aider par le 31-14 pour cela. Et donc c'est vraiment une ressource précieuse, disponible en tout point du territoire, H24 et 7 jours sur 7. Donc voilà, je vous encourage vraiment à diffuser cette information et à vous-même vous emparer de cet outil. Le 31-14 devrait être à terme doté d'un chat aussi. Et l'idée, c'est de faciliter l'accès aux services pour les jeunes qui peuvent préférer ce mode de communication. Donc ça, c'est à venir, mais ça sera aussi une déclinaison intéressante. Et puis aussi, on va publier prochainement une note d'information avec différents outils pour prévenir le risque de contagion suicidaire. Donc, quand un suicide se produit, il peut y avoir donc des phénomènes d'imitation. C'est particulièrement vrai pour des milieux particuliers, et ça pourrait être le cas dans les établissements de la PJJ ou dans des cercles de jeunes de la PJJ. Et donc, parmi les outils qui sont proposés, il y a les plans de postvention qui sont à mettre en place avant l'événement suicidaire et qui permet à l'institution de mieux réagir à cet événement qui forcément bouscule toute l'organisation et auquel il est difficile de faire face une fois que c'est arrivé.
Et le dernier pilier, c'est l'information. Donc ça rejoint le sujet de l'information en santé mentale de façon générale, mais on va mettre aussi en évidence des ressources particulières en prévention du suicide. Donc c'est le cas du 3114, mais aussi d'autres outils, par exemple les plans de sécurité qui notamment figurent sur le site de Clepsy. Et qui du coup propose en fait d'anticiper là aussi une crise suicidaire et de voir avec la personne en fait comment organiser sa sécurité en mettant à distance les moyens létaux en particulier. Donc ça aussi c'est un outil intéressant. Donc voilà, à chaque fois en fait pour cette stratégie nationale de prévention du suicide, on va essayer de décliner nos outils au profit du public jeune qui a ses spécificités et donc du coup ça nécessite des adaptations. Merci beaucoup. Il me semble que tous ces outils-là seront vraiment très, très utiles pour le public que nous avons aujourd'hui. Philippe, est-ce que vous pouvez nous préciser justement comment cette question de la prévention du suicide, du risque suicidaire est prise en charge au sein de la PJJ spécifiquement? Oui, merci Christine. Donc, on travaille déjà étroitement, on a un plan en lien avec la direction de l'administration pénitentiaire pour le milieu carcéral. Mais devant le constat qu'en fait, les chiffres nous disent que 60% des suicides qu'on a pu enregistrer à la PJJ entre 2019 et 2023 surviennent hors détention, ce qui est assez logique puisque la population en détention des jeunes est minoritaire. Donc du coup, on s'est dit il faut faire aussi un plan de prévention du suicide, tout milieu confondu, hors détention, c'est-à-dire milieu ouvert, insertion et placement. Voilà. Donc ce plan a été publié, il va être lancé très très prochainement. Effectivement, les enjeux, c'est de travailler dans une philosophie, je dirais, santé mentale et pas uniquement centrée sur le risque, c'est-à-dire qu'on prendra en compte aussi tout ce qui est prévention primaire, renforcement des compétences psychosociales, soutien à la parentalité, ça aussi c'est la prévention primaire du suicide, un travail de prévention secondaire sur le repérage et l'orientation des jeunes, donc effectivement il y a la formation sentinelle que Julie a citée et que on a pu développer en lien avec certaines ARS. Il y a la formation, il y a effectivement le 3114. Le 3114, on est déjà, toutes nos directions interrégionales sont en contact avec les centres du 3114. Et effectivement, c'est un outil très très important de soutien des professionnels quand ils rencontrent une situation complexe. D'ailleurs, à Brest, on va participer à une expérimentation en 2025 en milieu carcéral. Donc, ça sera le quartier mineur de Brest qui va participer à l'expérimentation menée par l'administration pénitentiaire sur la diffusion de ce numéro en milieu pénitentiaire. Et puis, évidemment, un gros enjeu aussi, c'est le travail sur la contagion suicidaire. Julie l'a dit aussi, mais les phénomènes d'imitation en établissement sont assez fréquents. Donc, il faut avoir un dispositif réactif sur les tentatives de suicide, de façon à éviter que cette tentative de suicide se reproduise chez d'autres jeunes. Et deuxième point, on a travaillé donc avec la DGS sur un guide, enfin sur en tout cas des directives relatives à la postvention, et c'est un point qu'on devra développer à la PJJ, c'est-à-dire regrouper l'ensemble des procédures qu'on doit mettre en place à la suite d'un suicide, qui sont des événements très très traumatisants pour les institutions. Et là, il y a tout un tas de mesures qui comportent des briefings techniques des équipes, le débriefing psychologique et l'accompagnement des équipes, le retour d'expérience, en général 1 mois après l'événement, qui doit faire aussi l'objet d'un accompagnement et d'un travail avec les personnes qui ont participé à cet événement, qui ont pris en charge l'événement. Donc il y a un guide rétex qui a été publié par la PJJ tout à fait récemment, qui va faire l'objet d'une formation ici même à l'ENPJJ. Et puis, dernier point, c'est la communication de crise aussi, qui est très, très importante à gérer dans le cadre de ces événements. Voilà. Et puis, dernier point, vigilance, effectivement. Alors là, sans doute qu'on a encore un effort à faire, parce que l'algorithme vigilance de recontact des suicidants à partir des urgences, au départ, il est fait plutôt pour les adultes. C'est vrai que maintenant, il y a des dispositifs qui sont adaptés pour recontacter les jeunes.
Et là, on a un travail à faire pour resserrer les liens avec ces dispositifs en région, puisque c'est quand même un dispositif qui vous permet d'être suivi pendant 6 mois et de prévenir les récidives. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, vous pourrez poser à l'issue de cette table ronde toutes les questions que vous le souhaiterez, notamment concernant cette question de la prévention du suicide. Alors, nous avons souhaité terminer cette table ronde sur peut-être une approche plus positive, qui est celle des compétences psychosociales, dont un certain nombre d'entre vous avaient déjà certainement beaucoup entendu parler, le renforcement des compétences psychosociales comme un déterminant de la santé mentale des jeunes. Alors, on va avoir pour toile de fond pour cette partie de la table ronde, en tout cas si le diaporama veut bien se mettre en place. Nous aurons une infographie. Bon, on verra bien. On verra bien. En attendant, je me retourne à nouveau vers vous, chère Julie. Donc, quelle place, en fait, prend le renforcement des compétences psychosociales dans cette politique de promotion de la santé mentale des jeunes que vous menez au sein de la DGS? Et les compétences psychosociales, c'est une très grande ambition. Donc, ça a été décidé au moment des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, mais il y avait déjà des germes qui étaient déjà présents. J'aime bien rappeler quand même que la première occurrence qu'on voit dans le cadre politique, c'est le plan national d'action contre le suicide en 2011, où la première action en fait de prévention du suicide, on dit qu'il faut agir très en amont en renforçant les compétences psychosociales des enfants et qu'il faut évaluer les programmes qui sont menés. Depuis donc l'idée acheminée, ça fait partie maintenant de la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Les compétences psychosociales, ce sont des compétences de vie qui sont utiles au quotidien, qui ont plein d'effets positifs et pas seulement dans le domaine de la santé. Ça peut prévenir des prises de risques et notamment l'entrée dans les addictions. Donc c'est vraiment un outil premier. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas vendre du rêve non plus. C'est un travail de longue haleine. Et c'est pour ça qu'on a, dans le cadre de la stratégie nationale de renforcement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes, un objectif générationnel. Donc on vise 2037, qui est quand même un petit peu éloigné, pour que donc tous les enfants qui sont nés à cette date-là puissent bénéficier tout au long de leur croissance d'actions coordonnées qui donc visent à développer leurs compétences psychosociales. Cette ambition, elle est portée de façon interministérielle et ça aussi c'est un point qui est vraiment très important parce que il faut que l'environnement soit cohérent autour des enfants pour que ça marche. Et donc ce sont 9 départements ministériels différents, dont la protection judiciaire de la jeunesse, qui se sont inscrits dans cette démarche pour les compétences psychosociales des enfants. Et donc, sur les territoires, sont en train de se mettre en place des comités territoriaux qui rassemblent les différents acteurs sous un triple pilotage, donc un pilotage ARS, un pilotage éducation nationale et le conseil départemental, pour qu'on puisse mettre autour de la table les personnes concernées, pour faire un diagnostic territorial, pour voir quelles sont les ressources en présence sur lesquelles s'appuyer, et se fixer ensemble des priorités pour donc organiser des interventions. Il y a un vrai changement de paradigme en fait avec cette stratégie, puisque donc jusqu'à présent on déployait notamment sur financement du Fonds de lutte contre les addictions des programmes de compétences psychosociales. Donc dans des écoles, il y avait des programmes qui étaient proposés par des intervenants extérieurs. Et donc ça va se poursuivre, mais désormais, en fait, chaque secteur va organiser la formation de ses professionnels
soit en formation initiale, soit en formation continue. Et donc, en fait, les pratiques vont être intégrées, les contenus sur les compétences psychosociales vont être intégrés aux pratiques des professionnels, notamment ceux de l'éducation nationale. Donc, les compétences psychosociales vont faire partie du socle de connaissances qui va être donné, fourni à chaque élève. Et donc c'est une grande avancée. Après, ça nécessite donc un gros effort de formation aussi, de pouvoir que les adultes puissent travailler sur leurs propres compétences psychosociales. Donc c'est pour ça que c'est quand même un gros challenge et quand même un changement culturel pour notre pays important. Voilà. Mais donc une grande ambition sur les compétences psychosociales. Merci beaucoup. Alors quels sont précisément les enjeux du développement des compétences psychosociales à la PJJ? Mais Julie parlait pour l'éducation nationale d'intégrer les compétences psychosociales dans les pratiques pédagogiques. L'enjeu pour nous sera d'intégrer ces compétences psychosociales dans les pratiques éducatives, tout en sachant que quand on a écrit la feuille de route concernant l'ASE et la PJJ, il a fallu d'emblée montrer que ce n'était pas la même chose que les programmes de l'éducation nationale, dans la mesure où il fallait prendre en compte les vulnérabilités des jeunes suivis, donc les ruptures de parcours scolaire, les troubles cognitifs, les troubles psy, qui faisaient que ces programmes devaient être adaptés à la spécificité des jeunes de la PJJ. Il fallait aussi l'adapter au cadre institutionnel, c'est-à-dire que vous ne faites pas la même chose dans une unité d'accueil de jour et un établissement de placement. Les durées de prise en charge sont quand même beaucoup plus courtes que par exemple les programmes développés à l'éducation nationale. Donc il fallait prendre en compte toutes ces contraintes, il fallait intégrer tous les professionnels de la PJJ. Ça, c'est un enjeu important aussi. L'enjeu de formation statutaire et continue, même si déjà les pôles territoriaux de formation présentent une offre de formation relative aux compétences psychosociales, liée au soutien à la parentalité, de par tous les antécédents, négligences, maltraitances qu'ont subi ces jeunes. Et donc on a élaboré une plaquette. Alors il y a à la fois la feuille de route ASE PJJ, puis il y a une plaquette spécifique à la PJJ qui raconte un peu tout ça et qui dit que les CPS, ça se déploie à la fois sur des temps informels, pendant les activités éducatives et aussi sous forme de programmes structurés avec des ateliers intensifs dans la durée, des supports formalisés et une approche pédagogique formalisée. Donc ça, demain, vous aurez une présentation de la part de la DIR Grand Ouest qui va vous présenter tout plein de programmes qui ont pu être mis en place dans cette interrégion. Donc ça illustrera bien concrètement là, tout ce qu'on vous dit au niveau institutionnel. Dernier point, donc les enjeux d'évaluation autour de ces programmes, qui ne sont pas des programmes probants tels que les définit Santé publique France, mais plutôt des programmes prometteurs, mais qu'il faut valoriser, capitaliser. Et donc je citerai à la fin, donc pour terminer, le programme Sirena, porté par Fédération Promotion Santé, qui est un programme national de capitalisation de ces projets, avec un comité technique régional qui sélectionne les projets, une validation nationale et qui est disponible pour tout le monde et qui peut donc tout le monde peut s'inspirer de ces projets portés par la PJJ. Merci beaucoup Philippe. Alors justement, comme on a encore un petit peu de temps, pardon, je rebondis sur la question des cotères. En fait, la protection judiciaire de la jeunesse est souvent représentée en fait dans ces comités territoriaux. On n'a pas une visibilité pour l'instant, je dirais nationale, mais effectivement plusieurs directions interrégionales. Enfin, c'est plus micro, c'est les directions territoriales qui participent déjà à ces comités territoriaux principalement avec les ARS, si j'ai bien compris, les conseils départementaux. Mais on doit faire une évaluation, un état des lieux parce que ça commence juste, les comités territoriaux, le suivi de ces politiques territoriales. Oui, merci. C'est aussi pour favoriser la remontée, en fait, comme tu disais, des actions, projets qui sont menés par les structures de la PJJ autour des CPS et pouvoir les valoriser, les intégrer au site ressources. En effet, merci. Alors déjà, un grand merci à tous les trois pour
pour tous ces échanges autour de la promotion de la santé mentale des jeunes. Nous sommes parfaitement dans les temps. Un grand merci à vous pour avoir respecté vos temps de parole. Nous avons du temps donc pour des questions de la salle. Et donc la parole est à vous à présent. Alors il y en a une ici déjà. Merci. Pour la santé mentale. Et quand les gens vont parler. Oui, voilà. Bonjour à Ça y toutes est, et à nous tous. vous entendons. Merci beaucoup pour ces contributions tout à fait... Le micro bien proche. Tout à fait, pardon, tout à fait... alors oui, mais alors c'est pas très... alors non, pardon. Bref, donc tout à fait riche. Je voulais vous poser déjà une première question, Madame Tissot. Pouvez-vous vous présenter, pardon? Medine Farouk, je suis directeur des missions de protection judiciaire et d'éducation à la PJJ. Je voulais savoir, Madame Tissot, tout à l'heure, vous indiquiez que c'était compliqué de conventionner avec les MDA. C'est quoi les freins, en fait? Alors ça, c'était la première question. Donc, quels sont les freins, en fait, pour conventionner ou pour mettre des partenariats avec les maisons des adolescents? Et la deuxième question, c'était concernant les CPS, les compétences psychosociales. Moi, j'interrogeais la pertinence d'en faire un élément vraiment d'évaluation dans les rapports éducatifs par rapport aux mineurs, parce que là, on a vraiment un élément d'appréciation qui pourrait être pertinent et qui, à mon avis, n'est pas suffisamment porté à la connaissance de l'autorité judiciaire pour justement évaluer globalement la situation du mineur. Alors, je ne doute pas que ça puisse se faire, évidemment, à l'occasion de la rédaction de certains rapports, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on soit sur une approche généraliste. Alors, pour la question par rapport au MDA, moi je parlais plus largement, en fait les MDA, je crois qu'il y a déjà d'ailleurs des partenariats qui fonctionnent plutôt bien. Je parlais aussi des secteurs de psychiatrie, les CMP, enfin voilà, le lieu d'accès tout venant, sachant que, alors je ne sais pas si c'est valable pour tous les MDA, mais par exemple là où je travaille, arrivé à un certain degré de nécessité de prise en charge et de soins psychiatriques notamment, la MDA va aussi relayer au secteur. Bon, normalement, si c'est la MDA qui relaye, il y a des facilités d'accès, mais disons que c'est plus quand je parlais de difficultés d'accès, je parlais aussi de façon générale, pas forcément spécifiquement pour la PJJ. Mais d'où l'intérêt de créer des partenariats parce qu'on sait que les jeunes que vous recevez ont quand même un ensemble de facteurs de risque, de troubles mentaux, qui ont aussi un ensemble de difficultés sur le plan social, ce qui a besoin c'est vrai que je n'ai pas souligné, je suis contente que ça a été rappelé, mais que tout le travail familial, tout le travail avec l'entourage est indispensable, et que pour ça, on a besoin de structures qui permettent d'avoir des prises en charge globales des jeunes. Je ne dirais pas qu'il y a des freins de principe. C'est la réalité du terrain, selon les endroits, peut être plus ou moins compliquée. Alors, peut-être juste pour compléter par rapport aux maisons des adolescents, il va y avoir une intervention demain matin, avec Delphine Rideau, qui est présidente de l'Association nationale des maisons des adolescents, et Bénédicte Luret, qui en est la directrice, et justement qui vont pouvoir parler de la convention. On a une convention nationale avec eux, des conventions régionales qui sont en train de se faire. Donc tous ces points seront abordés demain matin aussi. Et pour rebondir sur les compétences psychosociales, alors évaluer où en sont les jeunes, bien sûr, pouvoir surtout travailler, développer les compétences psychosociales, oui, et encore plus chez les jeunes que vous recevez, puisque pour beaucoup d'entre eux, ce qu'on observe, c'est une forte tendance à l'impulsivité par défaut de mentalisation, défaut de reconnaissance de ses propres émotions, défaut de reconnaissance de ce que vit l'autre, de l'état mental de l'autre, et déjà pouvoir aider ces jeunes à
comprendre ce que eux y vivent, au niveau ne serait-ce que du registre des émotions, pouvoir décrypter ce que l'autre en face veut dire, ce que l'attitude de l'autre est en train de communiquer. Tout ça, ça permet aussi à ces jeunes de avoir un meilleur accès à la représentation du monde, la leur étant, on va dire, un peu biaisé, un peu focalisé sur une certaine façon de voir le monde. Donc leur ouvrir aussi ce champ-là, ce regard sur le monde et découvrir leurs propres ressources et pouvoir justement valoriser et accompagner ces ressources. Pour compléter sur les compétences psychosociales, elles sont citées dans le référentiel des pratiques éducatives comme devant faire l'objet d'une évaluation initiale. Alors, je pense que là, on a clairement encore à monter en compétences, mais c'est ce que disait Julie, c'est que ça va être long et technique, etc. Et puis l'évaluation, il faut la poursuivre durant tout le parcours du jeune, donc c'est complexe, évaluer les compétences psychosociales. Santé Publique France nous a fait un petit référentiel d'évaluation, mais ça reste et puis un peu long aussi, hein, donc tout ceci doit rentrer dans les mentalités progressivement, mais on l'a déjà intégré dans le référentiel des pratiques éducatives. Merci. Je crois qu'il y a une autre question là-bas, oui. Oui, alors Myriam Bahata, moi je suis conseillère technique en promotion de la santé sur le Tarn et l'Aveyron. Alors j'entends les volontés politiques, j'entends l'existence de conventions, mais sur les terrains, particulièrement en milieu rural, on a beau avoir la volonté de partenariat, on se heurte à un certain nombre de problèmes. Le problème, c'est, alors pour le secteur sanitaire, c'est déjà une désertion. Les difficultés de côté de parcours, c'est-à-dire les ruptures de parcours, on les connaît, surtout qu'on a un public qui est itinérant. Donc on se heurte à des freins administratifs, énormément de freins administratifs. Par exemple, quand un jeune est placé à plus de 250 km, c'est comment on maintient les soins quand ils sont suivis à un endroit, parce que si on les arrête, la sectorisation dit le jeune n'est plus sur le secteur, donc on arrête le suivi, sauf que sur les placements, il y est que pour 6 mois, et après il revient sur son secteur de domiciliation des parents. Donc on a vraiment des freins administratifs sur lesquels on a besoin d'ouverture de levier. Sur la question des partenariats, aujourd'hui, la PJJ, oui, on va négocier, on va démarcher des structures, des dispositifs. Se pose la question de, comment la PJJ nourrit ces dispositifs-là aussi. Donc ça met en question missionnement, mise à disposition. Donc on se heurte à des problématiques de personnel sur lesquelles la PJJ, en fait, selon la nature de comment la PJJ s'engage, alors soit financièrement, soit humainement, ce n'est pas compté dans l'activité. Donc ça met en difficulté des services, voire des suppressions. Bon, on a des partenariats comme ça qui ont essuyé des fins de missionnement du jour au lendemain. Pour la continuité du partenariat, ça met à mal tout le travail qui a été construit pour ces raisons-là. Donc il y a une vraie question, en tout cas, moi, à mon sens, sur comment on rentre dans l'activité, comment on reconnaît tout ce travail que des éducateurs vont venir nourrir des dispositifs ou des choses quand on essaie de faire des choses originales, surtout quand on n'a pas de moyens. Et aussi, je voulais alerter sur... alors oui, il y a le rapport Bronsard de 2019 sur la transformation du public, notamment dans les lieux de placement comme les CEF, avec une image erronée, parce que nous, on a le secteur sanitaire qui abandonne. À partir du moment où il y a des placements en CEF, le secteur sanitaire nous abandonne, même s'il y a des promesses au moment des placements en disant oui, on est là au cas où. Mais il y a un vrai abandon des pompiers qui ne se déplacent même pas au moment des crises, chacun se cachant derrière ces problématiques conjecturelles. Donc voilà, j'avais promis que je porterais la parole du CEF sur ces situations. Et quand je vous parle de... Là, on n'est plus au niveau de la promotion de la santé. On est à des stades vraiment graves avec des jeunes. Pour vous dire, les deux situations très récentes, des jeunes qui sont institutionnalisés, ça veut dire qu'on est sur des situations de jeunes et qui sont des fruits de l'État, puisqu'ils sont placés depuis l'âge de 6 mois... depuis la naissance, et qu'on finit par surmédiquer, c'est-à-dire des injections en retard, des psychotropes dès l'âge de 12 ans. Vraiment, et ça c'est pour le confort des fois des professionnels, à défaut de prise en charge sanitaire.
Voilà, donc on arrive à des situations graves avec des jeunes. Alors moi, en 4 ans, j'ai halluciné parce que je suis infirmière de profession. En 4 ans, je ne m'attendais pas à voir, alors c'est que 2 situations, mais je me dis c'est que à mon niveau, de jeunes qui en arrivent à se faire des shampoings avec de la nourriture ou des matières fécales. Et on doit absolument les placer parce qu'il y a l'injonction judiciaire. Voilà, donc vraiment des très très grandes questions, des très très grandes inquiétudes sur l'évolution de cette jeunesse dont nous avons qu'un petit reflet. Voilà. Qui souhaite réagir? Parce que répondre, je ne sais pas, mais réagir à ce qui vient à la situation telle qu'elle vient d'être exposée. Non, je ne sais pas comment on peut bien réagir, puisque ce qu'on entend, c'est la souffrance du terrain. Et ça, enfin, voilà, il faut l'entendre. Et moi, je ne peux pas, de ma place, vous donner les solutions. Je pense que quand on est sur le terrain, on est tous confrontés à des difficultés au quotidien. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que ça peut sembler, c'est gentil, mais c'est important qu'on se connaisse et qu'on c'est pas perdre du temps de faire des formations ensemble, parce qu'après, on sait avec qui on parle et finalement, on a co-construit nos représentations. Et quand on est interpellé par la situation, par quelqu'un qui travaille dans un autre dispositif et qui, finalement, ce jeune-là, oui, voilà, des jeunes qui sont sous psychotrope, moi j'en ai vu, mais qui ont passé des années à l'hôpital psychiatrique, et je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux non plus. Ce que je veux dire, c'est que ces jeunes, ils ont besoin de nous tous ensemble. Et c'est vrai que, voilà, est-ce qu'il est mieux en CEF? Est-ce qu'il est mieux à l'hôpital psychiatrique? Est-ce qu'il est mieux ailleurs? En fait, je ne sais pas. Il n'y a peut-être pas de lieu idéal. Par contre, ce qu'on veut tous éviter, je pense, c'est l'absence de perspective pour ces jeunes-là et avoir le sentiment qu'on est soutenu par les autres. S'il est arrivé chez nous, qu'il ne soit pas que pour nous. Je pense que, mais que ça, c'est partagé aussi du côté, par exemple, pour ma part, de l'hôpital psychiatrique, où je pourrais rapporter des situations où c'est un peu l'inverse, et on a l'impression que le jeune est abandonné à l'hôpital. Tout ça, c'est pour ça qu'on a créé aussi les DU ados difficiles, et la multiplication des partenariats, des réseaux, et qui sont loin d'être parfaits, qui sont loin d'être efficients, qui ont le mérite quand même d'exister et d'être sous forme d'embryon peut-être, mais en tout cas de quand même être un peu là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut. Ce qu'on entend, c'est un désarroi, c'est le fait que peut-être les professionnels des différents secteurs n'ont pas la possibilité d'échanger autour de ces cas qui sont compliqués. Il y a des contraintes des deux côtés. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir essayer de les partager, mieux se comprendre, et aussi essayer de trouver en commun des solutions pour ces jeunes. Je pense que c'est quand même le rôle des projets territoriaux de santé mentale. C'est un lieu où normalement les acteurs se rencontrent et ont la possibilité d'envisager ces parcours complexes. Donc je pense qu'il faut c'est sûr que c'est une question de temps aussi, que le temps de tout le monde est compté, mais il faut vraiment qu'on puisse collectivement investir ces lieux de réunion pour qu'il puisse il y avoir communauté autour de ces situations. C'est quand même assez fondamental. Donc la première génération des PTSM est arrivée à échéance. Il va y avoir l'opportunité de rediscussion sous l'égide de l'Agence régionale de santé. Ces situations de jeunes sont quand même bien repérées, donc je pense que voilà, ça sera l'occasion de mettre les choses à plat et peut-être de relancer un partenariat entre les services. Alors oui, juste avant de passer à la question suivante, demain il va y avoir aussi
au niveau des tables rondes, hein, des présentations d'articulation au niveau voilà, des directions territoriales avec voilà, des pédopsychiatres, des psychiatres voilà, qui travaillent, qui peuvent faire le lien. Il va y avoir aussi la présentation de dispositifs hein, voilà, mis en place. Donc, voilà, ces échanges, on pourra aussi continuer à les avoir demain avec, voilà, avec les professionnels qui interviennent. Et donc... Bonjour, Sandrine Burguin, conseillère technique en promotion de la santé en Ile-de-France, dans l'Essonne. Alors, moi, je ne vais pas poser une question, juste faire un témoignage qui va compléter celui de Myriam. Alors, en fait, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, des articulations, des formations, c'est très bien. Le gros souci, et ça, bon, ben, c'est pas un scoop, hein, je vais pas vous l'apprendre, c'est les ressources en psychiatre. Moi, j'ai développé un réseau dans l'Essonne, dans les CMP, enfin, avec pas mal de partenaires. Donc, les jeunes sont suivis par des psychologues, des infirmières. Et à un moment donné, quand on aurait besoin d'une consultation psychiatrique avec un diagnostic et un traitement, et bien c'est là en fait que tout s'arrête. On a des jeunes aussi qui, en hébergement, ont des hallucinations, sont en pleine crise. Ils sont adressés aux urgences. Et faute de lit, parce que c'est ça aussi, hein, c'est l'offre de soins, la fermeture des lits, font que le jeune va retourner dans son hébergement. Et dans le cadre de la prévention de la délinquance, en fait, c'est vrai que si on avait, si ces jeunes étaient réellement pris en charge, diagnostiqués, traités, ça éviterait beaucoup de récidives et ça serait un gros levier pour nous dans la prise en charge de ces jeunes. Voilà, je ne vais pas... Merci. On a une autre question. Ah oui, tout là-haut. Tout là-haut. Bonjour. Alice non, ah pardon. Ah oui, ça y est, je vous vois. Bonjour, donc moi je suis Aymeric Schiavi, je suis éducateur en milieu ouvert en Haute-Savoie et ma question est pour le docteur Dissot. Vous avez expliqué les troubles des conduites, j'ai pas vraiment compris. Et sur votre diagramme, on a l'impression finalement que les ados qui présentent un trouble des conduites isolé ont finalement pas de troubles associés. Non, effectivement, puisque le trouble des conduites, quand il est... je ne sais pas si on peut remettre le diagramme. Il y a les jeunes qui ont des troubles des conduites. Une partie a un trouble des conduites isolé, donc justement, il n'y a pas de trouble associé. Et une autre partie présente un trouble associé. Je ne sais pas si c'est plus clair. Parce que du coup, justement, sur votre diagramme, c'était écrit qu'il y avait des jeunes avec un trouble sans accompagnement d'autres troubles mentaux. Et sur la partie droite, la grosse majorité, justement, c'était un trouble isolé. C'est ça que j'ai pas vraiment compris. Dire autrement. C'est que ces jeunes-là émargent au trouble des conduites, mais pas à un autre trouble psychiatrique. Il n'y a que le trouble des conduites. Donc en fait, le trouble des conduites isolé et le trouble des conduites... En fait, c'est comme votre diagramme est fait, j'arrive pas à le comprendre. Bon, je prendrai un cours de diagramme alors. Mais en plus, comme je l'ai pas, je peux pas vous... Non, le diaporama doit être mis en place par la régie. Et à ce moment-là, on peut dérouler les diapos. Mais s'il n'est pas mis en place, eh bien, on ne peut rien vous montrer. Ah ça y est. Nous sommes réjouis trop vite. Ah. Le paysage. Ah. Bon. Ah. Est-ce qu'on le repasse? Sinon, ceux qui ont problème avec mon diagramme viennent me voir après. Je pense que ça sera plus rapide. Oui, alors, en attendant, je vous propose qu'on passe la parole. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé la parole dans la partie supérieure de l'amphi.
Si le micro peut parvenir jusqu'à elle, s'il vous plaît. On va encore prendre voilà, deux questions et puis après on va clore. Bonjour, Françoise Mavray-Velasco, conseillère en promotion santé de l'Hérault, Occitanie. Je remercie mes homologues de l'Occitanie aussi, je rejoins complètement. Moi, j'ai une question plus particulièrement à la directrice générale à niveau des santé, directrice générale de santé, pour savoir, parce que vous avez parlé des 3 axes en fait, et nous ici on est concernés plus par l'axe prévention et évaluation qui est essentiel, et je salue aussi que on déploie plus en plus de compétences psychosociales depuis 2013, de promotion de la santé. Il y a plusieurs enquêtes qui sont indispensables. Je voulais savoir justement par rapport à cette inquiétude concernant les mises en place des moyens, comment vous travaillez, parce qu'en fait on voit bien qu'au final la prévention elle paye à long terme, c'est-à-dire il faut 20 ans pour dire que telle ou telle action a été bénéfique ou pas. Mais est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres, on peut dire, services qui traitent les axes tout ce qui est hospitalisation, accès aux soins, etc. Et c'est là où on voit aussi que si on a besoin d'augmenter le nombre de psychiatres, augmenter le nombre de lits, après les lois où il y avait tarification, on voit qu'il y a la suppression des lits assez importante qui a eu lieu en fait dans tous les services psychiatrie, et pédopsychiatrie on n'en parle pas, et ça on est conscient. Et à la place on n'a pas eu forcément l'ambulatoire nécessaire. Donc vous avez tous les données concernant ces évaluations, et je pense que c'est ça qui est intéressant, comment vous travaillez en lien, quelle articulation, parce qu'au final, si le dernier Premier ministre et celui qui est maintenant, qui confirme en fait travail autour de santé mentale, quelle possibilité, parce que finalement, ce retour de la part de Axe Service Prévention Évolution peut peut-être appuyer, et peut-être on aura plus d'optimisme par la suite. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas parlé de la gouvernance de la feuille de route santé mentale et psychiatrie. On n'est pas tout seul côté direction générale de la santé. Je vous le disais, en fait, on travaille sous la coordination du délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, Franck Bellivier, qui est nommé auprès de notre ministre pour assurer cette mission. Et c'est lui donc qui coordonne nos actions, Direction générale de la santé, Direction générale de l'offre de soins, Direction générale de la cohésion sociale. On travaille vraiment en synergie. Donc nous, on a constamment des points avec nos collègues de la Direction générale de l'offre de soins en particulier. Je ne vais pas pouvoir parler pour eux, puisque c'est quand même pas ma partie. En tout cas, depuis les assises de la santé mentale et de la psychiatrie en 2021, il y a eu quand même des actions très importantes pour renforcer les moyens de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie. Il y a aussi beaucoup d'innovations en pédopsychiatrie avec un appel à projet en fait qui permet de voir des actions qui sont intéressantes et on dégage des moyens aussi pour pérenniser ces initiatives intéressantes. Donc il y a des choses qui se font. Après, ça ne résout pas tout. On a des problèmes de ressources humaines qui sont vraiment très importants. Comme vous le savez, il y a un gros sujet d'attractivité des métiers de la santé mentale. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de moyens qui ont été mis sur la table. Dans le cadre de la grande cause, a été aussi annoncé le renforcement des maisons des adolescents. Qui déjà avait fait l'objet de mesures de renforcement en 2021. Voilà, donc du coup, malheureusement, il nous faudra quand même du temps pour que cela porte ses effets. C'est pas pour ça qu'il faut négliger les aspects prévention et promotion. Donc ça, bon, pour nous c'est important, mais peut-être que c'est pas notable de la part de tout le monde. Mais on a eu à un moment donné un intitulé de ministère qui était ministère de la santé et de la prévention, et ça montrait vraiment une volonté politique de mettre l'accent sur la prévention. En France, on n'est quand même pas très très bon sur les aspects prévention. Or, si on prend les choses en amont, les choses à temps, ça peut éviter des complications, et c'est aussi une voie
voie d'espoir, hein, j'ai entendu le mot dans votre question, et donc il faut qu'on puisse aussi dégager du temps et de l'énergie pour cette partie promotion de la santé et prévention. Merci beaucoup. Alors peut-être sans surprise, nous terminerons cette table ronde sur ces questions absolument cruciales en fait de l'accès. Alors l'accès à la prévention bien sûr, mais l'accès à la prise en charge, l'accès aux soins également en santé mentale. Je voudrais juste rappeler aussi que dans la démarche PJJ promotrice de santé, la santé des professionnels et bien sûr la santé mentale des professionnels occupe une place très importante, c'est une préoccupation pour nous aussi. Et on voit bien qu'un certain nombre de déterminants qui échappent pour une part à l'action possible en interne viennent impacter ce bien-être au travail. Et je remercie celles et ceux d'entre vous qui ont bien voulu en témoigner cet après-midi. Et bien sûr, je remercie très sincèrement Julie Barrois, Nolwenn Dissot et Philippe Leborgne pour leurs interventions au cours de cette table ronde. Et je crois que nous pouvons les applaudir tous les trois. Merci.